Bonjour et bienvenue dans l'émission d'Auteur à Auteur. Je suis ravie aujourd'hui de passer un moment, et nous allons passer un moment, chers auditeurs et auditrices, avec Audrey Chapeau, qui donc a écrit un livre que j'ai bien aimé, mais on va échanger autour de ces sujets-là. Bonjour Audrey. Bonjour Patricia. Donc, ce livre en question, donc je vais vous afficher la couverture, s'appelle Mutation anthropologique au cœur de l'inévitable métamorphose de notre civilisation. Alors, ce qui est intéressant, déjà, avant même de commencer, donc, hein, Audrey, tu es anthropologue indépendante, praticienne éclectique dans ce que j'ai lu, donc ça peut-être envie de dire un petit peu quelque chose sur le sujet éclectique, voyageuse. Et en fait, tu décris tout ce qui peut influencer nos mentalités, nos modes de vie, nos modalités de travail et les conséquences que ça peut avoir sur nos identités individuelles, mais pas que, aussi sur nos identités collectives. Alors, Audrey, pour ce livre aujourd'hui sur la mutation anthropologique, et pourquoi tu juges et tu amènes cette idée que c'est inévitable pour notre civilisation? Alors, merci Patricia. Alors, question qui en inclut plusieurs. Alors, pourquoi ce livre maintenant? D'abord parce que j'estime que c'est le moment. Alors, c'était déjà le moment il y a quelques années, mais ce n'était pas forcément suffisamment mûr pour que je le sorte de cette manière-là. C'est le moment parce que notre société, notre civilisation, elle est en train de se transformer complètement. Et quand j'entends un petit peu ce qui se passe, que ce soit des personnes dans des conversations en face à face, que ce soit les médias, etc., j'entends sans arrêt parler de crise. Et les crises se superposent les unes sur les autres et ça m'agace un petit peu parce que du point de vue anthropologique, quand on regarde sur l'histoire longue de notre espèce, de l'être humain, on se rend compte qu'il ne s'agit pas d'une crise. Il ne s'agit pas de crise au pluriel, mais il s'agit de quelque chose de beaucoup plus radical, beaucoup plus en profondeur, ce qu'on appelle une mutation. Donc il y a vraiment une transformation complète qui va bien au-delà de ce qu'on peut toucher en ce moment. Alors c'est très inconfortable depuis quelques années, quelques décennies même pour certains, parce que bon, on a chacun nos moments de prise de conscience de ce qui est en train de se passer, mais en tout cas le monde dans lequel on vit, la société dans laquelle on vit est en train de changer depuis des décennies et ça s'accélère et ça s'amplifie, ce qui fait qu'aujourd'hui, on en entend encore plus parler. Et depuis l'époque effet Covid, il y a cette sensation que ça va encore plus vite et qu'on est dans quelque chose qui nous échappe d'une certaine manière. Mais c'est une mutation. Et donc, j'avais envie de transmettre cette idée-là, de la décoder, d'expliquer que, en fait, c'est normal, tout ce qu'on est en train de vivre en ce moment. C'est inconfortable. Il y a des dégâts collatéraux, mais c'est normal et c'est pas parce que ça va mal aujourd'hui que c'est une mauvaise nouvelle. Et au contraire, c'est le passage obligé pour construire quelque chose d'autre dans le futur. Et moi, je suis pleine d'espoir par rapport à ça. Donc, d'ailleurs, quand on regarde dans le passé, d'autres moments de mutation anthropologique, de grandes mutations anthropologiques, on se rend compte que ça n'a pas été pour autant la fin de l'être humain. Hein, c'est simplement les conditions de vie, les modes de vie, les sociétés, les logiques de fonctionnement, les repères de chacun ont changé de manière très, très importante. Et l'individu et le collectif, en communauté, ils ont su inventer d'autres manières de vivre pour créer quelque chose d'autre. Et là, c'est exactement la situation dans laquelle on est. Donc ça, c'est la première, on va dire, la première raison pourquoi j'ai écrit ce livre. Essayer de transmettre, d'expliquer, de décoder ce qui se passait, que c'était pas forcément une mauvaise nouvelle, voire que c'était une très bonne nouvelle. Après, tout dépend comment on se positionne et ce qu'on a envie d'en faire. Hein, on est quand même toujours acteur de ce qui va se passer et donc responsable, co-responsable. Et puis le deuxième point, c'était que moi, ça fait plus de 15 ans que je m'oriente sur l'anthropologie des mondes contemporains, donc à décrypter ce qui se passe dans notre civilisation, dans notre culture. Alors, pas que française, aussi avec ce qui se passe dans d'autres pays, mais en tout cas, notre civilisation
industriel, industrialisé, j'ai envie de dire. Et donc, je regarde dans différents secteurs, dans le milieu du travail, donc le milieu professionnel, dans le milieu plus vie privée, ce qui se passe sur les champs publics, sur les domaines publics aussi, avec les sociétés civiles, comment évolue la ville, comment évoluent les constructions, comment évoluent les modes de vie, les envies des gens. Donc, je regarde un petit peu tout ça. Et au bout de 15 ans, à m'être baladée un petit peu dans différents domaines, c'est comme si j'avais une sorte de kaléidoscope. Et je me dis que pour moi, c'est aussi la fin d'une certaine étape dans ma vie professionnelle. Je pense que j'ai dit plus ou moins ce que j'avais à dire sur ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. Pas que j'ai été exhaustive, mais en tout cas, voilà, dans ma contribution, j'ai fait un petit peu le tour. Et c'était pour moi, avec ce livre, une manière de synthétiser et de clore tout un tas de sujets que j'avais pu aborder aussi depuis diverses années, depuis nombreuses années, à la fois dans des livres, dans des articles, dans des contributions orales, lors de conférences, etc. Et donc, j'ai voulu en faire une sorte de synthèse pour permettre un tremplin vers autre chose. Donc, voilà, il y a à la fois ce que j'offre aux lecteurs qui ont envie de découvrir ce livre, et puis en parallèle, c'est pour moi aussi une transition professionnelle. Je resterai anthropologue, mais on va dire que ma focale va un petit peu se déplacer. Alors, c'est sûr que quand on échange, enfin de mon côté, mais j'imagine du tien bien évidemment, avec les gens, on sent bien qu'il y a deux mondes, voire même plusieurs, qui se superposent, et ce qui peut d'ailleurs poser des problèmes pour certains qui sont dans une ouverture d'esprit par rapport à d'autres. On a l'impression qu'ils sont encore figés dans un mode de fonctionnement qui pour eux sont leur vérité, parce que c'est vrai qu'à chaque fois, chacun vit sa vérité dans son propre monde. Mais en tout cas, ça amène des difficultés. Alors, comment on peut envisager finalement cette évolution, cette mutation entre deux mondes, un qui est encore là, qui se termine mais qui n'est pas encore terminé, un autre qui débute mais pour autant sans vraiment encore savoir vers où on va aller. Comment on peut être stable, si tant est qu'on peut y être pendant cette transition, cette mutation? Alors, je pense que avant tout, ce qui est important, c'est de se dire qu'on n'évolue pas tous de la même manière, à la même vitesse, dans la même direction, et que c'est comme ça, et que c'est pas grave. Et ça c'est le premier point, en fait, parce qu'il y a énormément de personnes que j'entends, qui me disent « Oui, mais comment ça se fait que les autres ne comprennent pas, etc. » D'abord, au nom de quoi ces personnes-là auraient plus raison que celles qui, soi-disant, ne réagissent pas. Enfin, je veux dire, on est chacun avec notre propre vérité, et ce qu'on peut voir, c'est simplement des tendances, des mouvances. Donc, il y a des personnes qui sont déjà convaincues d'une dynamique qui est en place, tant mieux pour elles. Il y en a d'autres qui hésitent, qui se disent « j'aimerais bien, mais il leur manque quelque chose pour être complètement convaincus ». Il y en a d'autres qui attendent que ça passe et qui attendent que le mouvement les embarque. On doit composer avec toute cette diversité-là. Et on doit arriver à vivre au quotidien avec cette diversité de points de vue, de postures, qui enclenche aussi des modes de vie, des modes de consommation particuliers, et donc très diversifiés. Donc, ça demande déjà d'avoir un minimum comment je vais dire ça, d'acceptation, de tolérance pour la diversité. Donc, l'époque actuelle est aussi une expérience, une expérimentation pour essayer de tester notre degré de tolérance. Voilà, premier point. Deuxième point que je pourrais dire par rapport à ta question, c'est
les points de repère, puisqu'on est dans un monde, que ce soit au niveau professionnel, au niveau privé, au niveau spirituel aussi, enfin, quand je vois tout un tas de choses qui se disent sur le développement personnel, parfois, enfin, moi, je ne m'y retrouve pas, forcément. Hein, parce que j'ai l'impression, ça me donne l'impression que il y a des superpositions de différents mondes et de différentes conceptions. Et que les points de repère, ils sont toujours pris à l'extérieur, dans nos modes de vie, dans des conditionnements qui sont extérieurs à nous. Et je pense que ceux qui s'en sortent le mieux aujourd'hui, ceux qui sont confiants, qui se sentent forts, qui se sentent structurés, etc., ne sont pas des personnes qui ont besoin de ces points de repère extérieurs et de ces superpositions de monde, mais ce sont des personnes qui arrivent ou qui sont arrivées à trouver leur ancrage intérieur. Donc, je prenais cette expression il y a quelques jours avec une personne passionnée de voile et je lui disais, tu vois, c'est exactement ça qui se passe en fait. C'est que on a l'habitude de vivre les pieds sur terre et c'est comme si d'un seul coup, on nous disait maintenant, tu vas plus vivre sur terre, tu vas vivre dans un bateau. Et dans un bateau, ça tangue dans tous les sens. Donc, c'est pas les mêmes points de repère, mais ça n'empêche que tu peux rester droite sans tomber dans ton bateau. Donc, c'est comme si c'était un apprentissage pour trouver des points de repère, une structure, des croyances qui sont beaucoup plus intérieures, ce qui va permettre de laisser se dissoudre ou de laisser se démolir, se déconstruire tout ce qui a été construit et tout ce avec quoi on a eu l'habitude de vivre. Et en plus de ça, pour moi, ce ne sont pas des mondes superposés. On va dire le monde spirituel, il est intégré avec le monde matériel. L'un est dans l'autre. L'un ne peut pas vivre sans l'autre. Donc, tant qu'on sera sur cette idée de superposition ou de bulles à part les unes des autres, on ne pourra pas trouver cette force intérieure, cette confiance intérieure, ce calme intérieur pour bien vivre les turbulences actuelles, en fait. J'ai répondu à ta question, là ou... Oui, tout à fait. L'idée de revenir à cette partie aussi sacrée en nous, se reconnecter à ce sacré il semble que dans certaines cultures, comme la nôtre, on a perdu par rapport à des peuples premiers qui, eux, vivent probablement cette mutation de manière différente. Tout à fait. Alors, ils ont aussi leurs problématiques, hein, ils ont aussi leurs sujets à gérer, mais c'est vrai que, et j'en parlais dans un livre précédent aussi, pour moi, la double difficulté de notre civilisation actuelle, de notre culture actuelle, et donc de nous tous, hein, chacun individuellement, c'est qu'on est on a été trop dans l'extrême, dans le matérialisme et dans le mental. Donc, en fait, on est sorti de notre corps et on ne vit que dans notre tête. Alors, bon, il y en a plein de personnes hein, qui expriment ça de manière différente, mais quand on regarde où on en est, nous, et les traditions des peuples natifs, hein, parce qu'il y a toute une recrudescence en ce moment sur qu'est-ce qui se passe chez les peuples premiers, etc. Alors moi, je vais m'y balader aussi régulièrement. J'ai écrit un livre sur les natifs Hopi, donc en Arizona, où justement, l'idée, c'était que je puisse transmettre ces principes fondamentaux qui sont chez eux Hopi, mais qu'on retrouve chez tout un tas d'autres peuples, qui sont tout est sacré dans l'existence. Dans le quotidien, tout est sacré. Et il faut prendre soin de ce que l'on est intérieurement, il faut prendre soin de notre âme, il faut prendre soin de nos rêves, il faut prendre soin de nos ancêtres, il faut prendre soin de notre histoire, parce que c'est ça qui va permettre, en prenant soin de tout ça et en étant apaisé avec tout ça, de pouvoir être accompagné sereinement pour la construction de demain. Alors eux, ils l'expriment... Là, j'ai fait
une petite synthèse très, 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 très rapide, mais en fin de compte, c'est de ça dont il est question. C'est où est le sacré dans notre quotidien et est-ce que nous sommes, oui ou non, à l'aise avec l'incertitude du quotidien. Et les peuples premiers ont cet avantage sur nous que eux ne se sont pas coupés de leur connexion sacrée. Alors sacré, on peut mettre, on va dire les mots que chacun souhaite. Sacré, ça veut dire la connexion au vivant au départ. Donc la connexion à son âme, la connexion à notre fraternité avec tous les autres êtres vivants, qu'ils soient humains ou non humains. C'est la sensation d'être lié à quelque chose de plus grand que nous, qui nous dépasse, qu'on ne peut pas contrôler. Le sacré, c'est ça, globalement. L'incertitude, c'est justement avoir conscience que nous, êtres humains, nous n'avons pas l'avantage de tout contrôler dans la vie et qu'on a intérêt à l'accepter parce qu'en acceptant qu'on n'ait pas le contrôle sur tout, un, ça nous permet de mieux apprendre. Deux, ça nous permet de ne pas nous égarer en chemin, mais d'apprendre à se faire porter par certaines vagues, sans oublier une direction, mais se faire porter quand même. Donc, en termes de gestion de l'énergie, c'est extrêmement efficace parce qu'on ne va pas naviguer contre les courants. On va se laisser porter par un courant, mais avec quand même une direction en tête. Donc, on ne perd pas notre cap, mais on se laisse porter. Donc, il y a des moments, ça ralentit, il y a des moments, ça accélère, mais on se laisse porter par un cap. Et si nous tombe quelque chose de désagréable sur la tête, on ne va pas chercher le coupable à droite, à gauche pendant des mois et des mois. On va faire avec ce qui se passe et on va essayer de dépasser ça. Et ça, c'est les gros enseignements, c'est les grands enseignements des peuples natifs, c'est que pour eux, c'est naturel. Ils n'ont pas besoin de chercher midi à 14h par rapport à ça. Ils ne sont pas que dans leur tête, à essayer de tout contrôler, tout manipuler, tout… voilà. Ils se laissent porter, ils sont dans leur corps. Très important d'être dans son corps, de prendre soin de son corps, parce que c'est notre corps et la transition entre notre être spirituel et ce que l'on a à faire sur la Terre, en tant qu'incarnation. Donc, ils sont pas que dans leur tête, ils sont dans leur corps, ils ont accès à ce temps du rêve dont on parlait, et ils acceptent les incertitudes du quotidien. Et en fait, pour nous aujourd'hui dans notre société, une partie d'entre nous aspire à ça et va certainement y arriver. J'y crois, alors ça ne sera pas tout le monde, il y aura peut-être encore des sociétés multiples qui vont cohabiter d'une manière ou d'une autre, mais j'y crois bien. Mais tout ça ne peut se faire que si on accepte que toutes nos évidences du monde passé sont à remettre à jour, à réévaluer, à réajuster, à choisir d'abandonner certaines choses, à choisir de se délester pour pouvoir construire quelque chose d'autre. Alors là, tu vois, ça m'évoque deux questions du coup, parce que la première, c'est donc j'ai compris, ce que tu amènes, c'est le contrôle en fait est une résistance, et j'imagine que tu en as identifié d'autres craintes ou résistances autour de cette mutation, donc lesquelles? Et l'autre question, c'est qu'il est nécessaire de raviver ou de ramener une autre vision de ce qu'on pourrait avoir de la vie et donc quels pourraient être du coup les principaux bénéfices. J'ai deux questions là pour toi, donc à toi maintenant. Alors, oui, on compte dans ce livre, La mutation anthropologique, en fait, après une partie où je propose ma synthèse de la situation actuelle de notre civilisation, l'idée, c'est pas de s'arrêter au constat, parce que le constat, on est très nombreux à l'avoir fait, alors de manière plus ou moins approfondie, etc., mais on est très nombreux à l'avoir fait. Mais l'idée, c'est de se dire, ça va nous amener à quoi là ? Et pour moi, c'est vraiment l'un des messages forts en fait de ce livre, c'est est-ce qu'on choisit de rester humain ou est-ce qu'on choisit de continuer à être instrumentalisé,
objectiver, devenir complètement objet ou pas. Et donc, si on choisit de rester humain, il faut raviver cette flamme. Alors, ou la raviver, ou la grandir encore plus. Enfin, voilà, lui donner encore plus de puissance. Et être humain, c'est être connecté à quelque chose, de plus grand, à une conscience plus grande. Et les recherches scientifiques dans tout un tas de registres différents amènent à ça, à expliquer, voilà, c'est quoi être humain aussi, je pose la question. Et donc, oui, il est question de raviver sa flamme, de raviver son âme, de rester vivant, coûte que coûte, malgré toutes les tentatives autour de nous rendre des pièces de rechange dans un monde d'instrumentalisation complet et de prise de pouvoir des uns sur les autres. Et donc, alors, il y a plein de registres dans lesquels ça peut se mettre en place. Moi, ce que je vois de manière radicale, c'est notre rapport au travail, qui pour moi est l'un des enjeux fondamentaux en fait de l'époque actuelle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes ces dernières décennies et les 2-3 derniers siècles, encore plus loin dans le passé, il y a des diversités on ne va pas rentrer dans le détail là, mais en tout cas, on est né dans un monde où la vie d'adulte était de passer la plus grande partie de son temps à travailler et avec le temps libre qui nous reste, de faire d'autres choses. Donc, quand on est enfant, on se prépare à construire une carrière professionnelle. Quand on est adulte, on doit mener sa carrière professionnelle. Et à la fin de notre vie active, on part en retraite, donc loin de la vie sociale, professionnelle, de la contribution, des contributions qu'on peut apporter. On part en retraite pour se reposer d'avoir autant travaillé toute sa vie. C'est très schématique, mais c'est quand même l'héritage que l'on a toujours. Et en fait, ce qui se passe dans cette mutation anthropologique, c'est entre autres que le travail ne va plus être au centre de la vie, du quotidien. On va continuer de travailler, évidemment, il faut, mais ça ne sera plus au centre. Et non seulement ce sera plus au centre, mais en plus de ça, les personnes vont de moins en moins systématiquement se définir par ce qu'elles font professionnellement. Et c'est déjà le cas. On le voit déjà pointer avec toute une frange de la population, on va dire déjà active, voire senior, suite à des burn-out, des reconversions professionnelles, etc. Mais on le voit aussi pointer avec les jeunes qui arrivent dans le monde actif, sur le monde du travail, et qui disent « mais moi, ça ne me suffit pas d'être tel poste ou telle étiquette de métier, ou ça ne me suffit pas, je suis bien plus que ça ». Donc, rien que ça amène déjà de l'espoir sur comment on s'y prend pour construire quelque chose. Alors, qu'il y ait des personnes passionnées et qui ne vivent que pour travailler parce qu'en fait, elles n'ont pas l'impression de travailler, c'est très bien, il y en aura encore. Mais stop avec cette injonction-là. Ce qui se passe là, l'un des facteurs clés dans cette mutation anthropologique, c'est justement que le travail va être un élément du quotidien, comme beaucoup d'autres, mais ne sera plus l'élément principal d'identification de la personne et de remplissage de son existence. Donc, forcément, si ce n'est plus la place principale, il va y avoir plein d'autres choses qui vont venir. Donc, il y a des engagements sociétaux, il y a l'engagement écologique, il y a l'envie de ralentir et de vivre différemment. Il y a enfin voilà, il y a plein, et ça c'est pareil, ça va se multiplier. Cette mutation anthropologique ne va pas être sortir d'une normativité extrême pour entrer dans une autre normativité extrême. Au contraire, ça va être s'ouvrir vers un panel très très large de possibilités. Et donc, on a le choix. Oui, qui fera appel à notre créativité, là, pour le coup. Oui, à notre créativité, à nos besoins personnels.
qui ne sont pas les mêmes d'une personne à l'autre, hein, surtout en fonction de l'âge que l'on a, d'où l'on vient, de nos héritages divers. On n'a pas forcément besoin de la même chose au même moment. Donc, oui, ça va amener tout ça. Mais tout ça n'est possible et sereinement envisageable que si l'on arrive à construire cette force intérieure, cette confiance et cette reliance, hein, pour ne pas être, pour pas être trop bousculé par ce qui se passe autour. Mmh. Alors, tu vois, là, il y a donc, dans ton livre aussi, tu parles de l'importance de la technologie, du rôle de la technologie. Et là, on voit quand même poindre l'intelligence artificielle, hein, qui arrive dans plein de domaines. Et c'est quoi ton point de vue par rapport à justement cette intelligence artificielle qui arrive dans ce moment de mutation où nous en sommes? Mais c'est l'un des éléments qui accélère et qui amplifie cette mutation anthropologique, hein. C'est cet aspect, alors technologique et numérique, hein, peut-être même plus numérique que technologique, on va dire. Alors, qu'est-ce que j'en pense? Alors, sans être spécialiste du numérique et de la technologie, hein, c'est pas mais du point de vue anthropologique, évidemment qu'il y a plein d'aspects extrêmement positifs et je ne dis pas qu'il faut ou qu'on va ou qu'on a besoin de renoncer à la technologie. Mais quand on voit les évolutions, la vitesse des évolutions, donc des progrès numériques que je ne considère pas comme étant des progrès humains, parce que justement, il y a toute une frange de ces capacités technologiques et numériques qui nous éloignent de notre humanité. Je prends un exemple enfin, qui va parler à beaucoup de monde. Être humain, c'est aussi, je disais tout à l'heure, c'est disposer d'un corps pour pouvoir s'incarner, mais c'est aussi disposer de nos sens. Hein, alors, nos 5 sens plus d'autres sens qui ne passent pas par le corps, mais qui existent pour autant, mais c'est passé par nos 5 sens physiques. Aujourd'hui, le numérique nous amène à ne plus pouvoir nous fier à nos sens. Quand on regarde une vidéo, on peut changer la voix, on peut changer la tête, on peut photoshopper et transformer la personne n'importe comment. Donc aujourd'hui, en fait, notre humanité est menacée par certains aspects de la technologie et du numérique. Pourquoi? Parce que le numérique vient tromper nos sens, il vient tromper ce que nous sommes très profondément. Et donc c'est un danger. Mmh. Ouais, je C'est pas un comprends. danger parce que ça existe. Ça peut être extrêmement utile, notamment pour des films, des dessins animés, des effets spéciaux, etc. Ça peut être extrêmement utile d'un point de vue créatif. Mais c'est extrêmement dangereux parce que l'utilisation de ça n'est pas contrôlée. Quand je dis contrôlée, je parle éthiquement contrôlée, hein. C'est pas contrôlé et que ce soit dans des médias officielles, que ce soit des entreprises, des industries ou autres, que ce soit les réseaux sociaux avec Monsieur tout le monde a aujourd'hui accès à cette capacité de faire dire n'importe quoi à n'importe qui, n'importe comment. Et donc, le retour aux sources, à la véracité, est compliqué. Donc, à la fois pour nous, on ne peut plus, nous individuellement, on perd notre axe, enfin, on perd la confiance naturelle que l'on doit avoir en nos sens physiques. Et en même temps, on perd l'accès au réel des situations. Et donc ça, c'est extrêmement dangereux pour notre humanité. Mmh. Mais est-ce que ça veut dire aussi que du coup, à partir du moment où justement on prend conscience qu'il y a des illusions possibles qui peuvent être fabriquées, de développer d'autres capacités en nous qui ne sont même pas en état de latence aujourd'hui, étant donné qu'on utilise, semble-t-il, hein, sur le plan scientifique, moins de 10% de nos capacités cérébrales. On ne sait même pas encore toutes les possibilités, le potentiel infini. Est-ce que c'est possible finalement
d'imaginer cet homme plus moderne, mais en restant humain, parce que tu amènes tout un chapitre sur qu'est-ce que l'homme, la grande question au-delà de la machine et l'homme, moi je dirais même l'être, pour inclure le féminin et le masculin. Est-ce que en s'appuyant sur l'histoire finalement et les différents peuples, est-ce que c'est possible d'avoir une prédictibilité sur les possibilités d'évolution de l'être humain ou pas du tout? Alors, prédictibilité, je ne sais pas. En tout cas, pour moi, la voie est toujours possible pour que, j'espère, la plus grande partie d'entre nous, je sais que ça ne sera pas tout le monde, c'est pas grave, mais j'espère la plus grande partie d'entre nous tiennent à ce qui fait d'elle le fait d'être humain. Et donc, ça passe par justement développer, raviver d'autres sens qui ne sont pas nos cinq sens. On parle de sixième sens, mais il y en a beaucoup plus que ça. Donc, là, on peut avoir accès à certaines connaissances, à certains savoirs. On peut avoir accès à ce qui est juste et ce qui n'est pas juste pour nous. Ça vibre pas pareil dans le corps quand c'est juste et quand c'est pas juste. Et ça passe pas forcément par le toucher. Ça passe pas forcément par la vue ou par l'audition. Mais il y a des choses qui, enfin voilà, il y a de plus en plus. Moi, je me rends compte, il y a de plus en plus de personnes qui vivent ça, qui apprennent à décoder leur propre langage. Parce que ce sont des langages que nous avons naturellement. Nous nous en sommes coupés plus ou moins dû au conditionnement de notre civilisation. Mais tout ça, ça se réveille. Donc certains maîtrisent déjà bien les choses. D'autres sont curieux et commencent à s'y faire, etc. Mais voilà, ça déjà, c'est une voie. OK, on a nos sens physiques. On sait que potentiellement, ils peuvent être manipulés et que donc, c'est important de toujours s'en remettre à ces sens-là, mais avec une vigilance particulière. Donc, remettons-nous à d'autres sens qui, eux, ne peuvent pas être manipulés par le numérique ou la technologie, en tout cas pas encore, pour voir comment nos sens sensoriels physiques et nos sens extrasensoriels communiquent et ce que nos sens extrasensoriels valident ou ne valident pas dans nos sens physiques. Ça, c'est un premier élément, on va dire, où justement, toutes les personnes qui pratiquent les méditations, le yoga, les trans, les états modifiés de conscience, etc., s'ils sont bien structurés, qu'ils ne font pas n'importe quoi, n'importe comment, et qu'ils restent bien qui ils sont, ancrés, parce que là, c'est pareil, il y a tout un tas de pratiques très déstructurantes, donc il faut être quand même très, très vigilant sur ce qui se passe. Mais tous ceux qui sont déjà dans une communication avec un monde plus grand que notre monde matériel et qui vont au-delà de la tête, du mental, eux, ils ont déjà cette vigilance qui est déjà en cours et qu'ils peuvent augmenter, qu'ils peuvent vivifier encore plus. Et puis, il y a un autre aspect, beaucoup plus pratico-pratique, matériel, accessible à tous, c'est de refuser certaines choses du numérique. Rien ne nous oblige à accepter tout ce qui se passe. Après, évidemment, ça amène ça amène un choix, un degré de responsabilisation et ça amène des conséquences qui vont donc venir bousculer notre confort habituel. Donc certaines personnes vont être d'accord pour modifier leur confort, d'autres ne vont pas être d'accord pour modifier notre confort. Mais on peut renoncer à ce que certaines données personnelles soient diffusées de partout. On peut refuser, alors ça demande à se renseigner, à faire un mail, à vérifier que c'est bien enlevé, à garder une trace, par exemple. On peut refuser d'avoir, un exemple très, très, très classique, c'est on peut refuser de mettre toutes nos données personnelles, nos photos, etc., sur le cloud, où là, ça va être manipulé par qui, comment, pourquoi. On peut s'en arrêter à des sauvegardes disques durs externes, par exemple. On a nos données numériques, nos photos, etc.,
mais on ne veut pas que ça soit embarqué dans quelque chose qui nous échappe. Mais tout ça, ça amène forcément, dans notre quotidien tangible, des habitudes à mettre en place et parfois un ralentissement de certaines actions. Enfin, voilà. Tout le monde a le choix. Voilà, d'où ce que tu amènes dans le livre, la mise à jour de nos mentalités, de nos C'est comportements qui ça. sont à revisiter. On peut pas rester juste en continuant à vivre la vie telle que, voilà, on a besoin d'y mettre de la réflexion, quoi, hein, c'est ça. On a besoin, alors, de la réflexion, oui, pour prendre des choix. Même si pour certains, en fait, on peut même squeezer la réflexion, hein, parce qu'ils le sentent, ils le sentent pas. Enfin, je veux dire, il y a des personnes, j'en entends certaines, et on l'a vu pendant l'effet Covid, où il y a eu quand même une tendance non négligeable de personnes qui ont quitté la ville pour aller s'installer à la campagne. Je dis pas que s'il faut que tout le monde fasse ça. On a vu aussi les conséquences que ça amenait. Certains lieux bien paisibles disaient, nous, on en a marre des Parisiens ou des... bon, mais sans que tout le monde suive le même modèle, mais il y a quand même tout un tas de personnes qui, sans forcément passer d'abord par la réflexion, sentent que là, il y a un trop-plein. Il y a un trop-plein de pollution atmosphérique, de pollution sonore, il y a un trop-plein de mouvement, il y a trop de vitesse, il y a trop de nous qui nous échappent. On peut le sentir sans forcément avoir besoin Oui. de le concrétiser par des pensées et une analyse. Hein. Alors, quand il y a les Quand deux, je, tant mieux. Mais oui, quand je disais réflexion, en fait, je pensais mettre de la conscience et c'est ça. revenir justement à ce qu'on sent, à ce qu'on perçoit, se poser et reconnecter ce que toi tu amènes la vie, le sacré, le cœur en fait. C'est ça. Je suis qui ou quoi, j'ai besoin et j'ai envie de quoi pour être bien. Bon, alors, Et je pour sais quelle bien raison? que Pas pourquoi? Parce que dans ton livre, tu mets un petit, je trouvais ça c'était chouette, le pourquoi en un seul mot et le pourquoi en deux mots. Et que en deux c'était de mots, passer dans cette nouvelle question en fait, qui n'est pas voilà. pourquoi je vis ça, mais C'est ça, parce que le pourquoi, alors ça peut être très utile, hein, enfin, moi je le vois aussi en consultation, de revenir sur des héritages passés, comprendre, etc. Donc le c'est pourquoi ce en qui un se passe. mot, il est important. Il est important. Mais à passer trop de temps dans le pourquoi en un mot, on oublie de vivre ce qu'on a à vivre maintenant et on n'est pas en capacité de bien construire la suite. Et je trouve que le pourquoi en deux mots, en fait, il amène cet élan vers ça sert à quoi mon existence? Je vis pourquoi? Je contribue à quoi? Ce que je fais, ça sert, c'est au nom de quoi? Ça va servir quoi? Et on n'a pas besoin tous d'être hyper connus. Enfin, c'est pas ça. On n'est pas dans cette course-là artificielle, j'ai envie de dire. Même si pour certains, c'est leur cheminement et c'est ce à quoi ils aspirent et ce qu'ils doivent faire. Mais la plupart de nous, on est des êtres insignifiants dans la foule dans laquelle nous sommes. Mais si nous ne sommes pas chacun clairs sur je contribue à quoi chaque jour, est-ce que c'est apporter de la légèreté? Est-ce que c'est apporter des éléments de compréhension? Est-ce que c'est aider autrui, prendre soin de l'autre? Est-ce que c'est apporter de la beauté? Est-ce que c'est faire rire? Est-ce que c'est... Enfin, c'est de ça dont il est question. Et après, ça s'incarne dans un métier ou pas, dans une activité professionnelle ou pas. Ça s'incarne pour des grandes communautés ou pour des tout petits réseaux très restreints, une petite famille ou quelques amis, peu importe. Mais qu'est-ce que je fais tous les matins en me réveillant? Ce que je dois faire contribue à quoi? Et donc, si on a ça, si on arrive à clarifier ça et à agir dans ce sens-là, ben déjà, on est préservé un petit peu de... Oui. Et donc, on fait les choix en conséquence. Je n'ai pas forcément besoin d'avoir 150 000 amis sur Facebook, puisque de toute façon, je ne me destine pas
à être un personnage public. Je me destine à amener de la légèreté dans mon environnement proche. Donc tout de suite, le recalibrage se fait. En tout cas, c'est une belle, un beau changement, une belle mutation de question. Et Audrey, on arrive à la fin de notre Oui, émission. En tout cas, je trouve vraiment passionnant ces échanges avec toi et j'espère que nos auditeurs, auditrices trouveront de même. Donc, déjà, je rappelle donc ton livre, hein, j'affiche à nouveau donc la couverture Mutation anthropologique au cœur de l'inévitable métamorphose de notre civilisation. Je vous invite vraiment à le lire parce qu'il y a toute une reprise effectivement de l'évolution finalement vue du côté anthropologie de l'être humain, des questions que tu poses, des idées que tu ramènes. Tu disais en début d'émission que c'était une synthèse et que ça clôturait finalement un passage de ta vie et je trouve que enfin, j'ai bien apprécié, c'est une belle synthèse. Donc, allez-y si vous êtes intéressé pour en savoir un peu plus du point de vue d'Audrey, de ses études. Audrey, avant que nous nous disions au revoir, quel message d'espoir tu souhaiterais faire transmettre, faire passer à tes lecteurs et à nos auditeurs, auditrices? et bien que tout dépend de ce que chacun individuellement, nous allons décider de faire pour nous individuellement. Donc si on attend du collectif, quel que soit le niveau de ce collectif-là, que les choses changent, c'est dommage parce qu'on va perdre notre temps, on va perdre notre énergie, on va s'épuiser et puis on risque de perdre encore plus dans notre humanité. Donc, moi, le message principal, c'est certes, c'est inconfortable, on est dans une mutation anthropologique, on ne sait pas où ça va nous mener, mais c'est une bonne nouvelle parce qu'on peut créer plein de choses différentes et il y a déjà énormément de choses qui se font. Et c'est à chacun de nous de décider ce que l'on veut faire au quotidien. Et c'est parfois des toutes petites actions, des tout petits choix, mais qui sont indispensables pour préserver ce que l'on est. L'enjeu, c'est est-ce qu'on va rester humain ou pas? Pleinement humain. Pleinement humain. Bon, avec le cœur en plus alors, hein. Encore Avec le plus de cœur, cœur. avec Encore avec. la reliance, avec... mais oui, c'est ça. Ok. Merci beaucoup, Patricia. Ben, merci beaucoup Audrey pour encore une fois ce moment d'échange passionnant. Donc, je vais vous souhaiter une bonne journée à tous et à toutes en fonction du moment où vous en êtes. Et puis, ben voilà, j'espère que ça vous aura touché aussi. Chacun d'entre nous et chacune d'entre nous a sa part à prendre. Nous portons tous et toutes une partie de de ce grand pôle de la vision que nous pouvons alimenter tous ensemble et tout ensemble pour aller vers le meilleur, non seulement pour nous individuellement, pour l'ensemble de l'humanité et pour les générations à venir. Au revoir à tout le monde et à bientôt. Au revoir.